Le psychologue Irving Kirsch, en 2008, a mis ce fait en évidence. Avec ses collègues, ils ont obtenu chaque essai clinique jamais soumis à approbation de la FDA, qu'ils aient été publiés ou pas, pour 4 nouveaux antidépresseurs. Ces conclusions étaient tout aussi alarmantes que révélatrices. Kirsch conclut en ces mots. Comparé au placebo, les antidépresseurs ne sont qu'un peu plus bénéfiques. Et quand on considère les données des essais non publiés, ils ne répondent pas aux critères cliniques acceptés. De plus, il a depuis été découvert que chaque antidépresseur provoque de nombreux effets secondaires, parmi lesquels on trouve homicide, suicide et impulsion à tuer en masse. People really don't realize that from the beginning there's been a question of how marginally efficacious these drugs really are apart from placebo. And yet we have horrific side effects. Combine the two, and where's your risk-to-benefit ratio? It's down the toilet. Mais la psychiatrie a négligé l'étude de Kirsch, car les psychotropes représentent beaucoup d'argent, et les essais cliniques font partie intégrante de ce marché. Prenons par exemple Martin Keller, le doyen du département psychiatrique de l'université de Brown. C'est lui qui a dirigé l'étude 329 sur le Paxil. Durant cet essai clinique, l'antidépresseur Paxil a été testé sur des centaines d'enfants. Il en ressortit que ce psychotrope était généralement bien toléré et efficace, ce qui, dans le domaine scientifique, est un bel éloge. La liste des co-auteurs comprenait 22 des plus éminentes figures du milieu psychiatrique. I mean, that was a lot of people, but they were the who's who of psychiatry, and this was going to be a publication that I think, took them, into the end zone on getting their approval for kids. Autorisé par la FDA, le Paxil fut une réussite financière incroyable dans le marché de l'enfant et de l'adolescent. En 2002, il rapporta 55 millions de dollars. Ce n'est que lorsque le bureau du procureur de l'État de New York a porté plainte en 2004 que la vérité fut révélée. Les données d'origine soulignaient que non seulement le Paxil n'était pas plus efficace que les placebos, mais qu'il était aussi 6 fois plus probable que les jeunes qui en prenaient contempleraient l'idée de se suicider. En fait, on découvrait aussi que 11 des 93 enfants qui faisaient partie de l'étude avaient été victimes de graves effets secondaires. 7 d'entre eux ont même dû être hospitalisés. Le manager de Keller a même déclaré que nombreux étaient les enfants qui avaient abandonné ou qui avaient été étiquetés récalcitrants afin de ne pas les inclure dans les comptes rendus. Sans admettre sa culpabilité, la firme pharmaceutique régla la question à l'amiable et paya 2,5 millions de dollars, alors que le Paxil en rapporte plus toutes les 7 heures. Des centaines de procès civils ont fait suite, mais le docteur Keller, qui était l'auteur de l'étude 329 sur le Paxil, n'admit pas grand-chose dans sa déposition. I can't remember exactly what I said. I don't remember anything specific about any of these meetings. If my name wasn't on the top, I wouldn't remember ever having seen it. If I saw them, I don't remember. The answer is, I don't remember. I don't recall if I was. I don't recall asking him, which isn't to say that I didn't. I want to pick up on the question Mr. Coffin asked you about the 5-fold increase of the Paxil kids experiencing suicidality over the placebo kids. Do you recall those questions? I do. And you said that you weren't particularly aware of that except for with regard to a manuscript that was sent to you in confidence by GSK? Correct. That actually is not correct, though. I mean, this was an issue that had been presented to you by a number of different reporters that you personally responded to. Is that correct? I don't remember. Comment le docteur Keller aurait pu en savoir si peu sur l'étude de ce psychotrope alors qu'il en était l'auteur? Il s'en était même servi pour promouvoir la prescription de Paxil aux enfants dans des revues médicales et lors de conférences. The ultimate publication of Study 329 was ghostwritten by an agency hired by GlaxoSmithKline, and eventually they, after the manuscript was written, they put Martin Keller's name on it as an author. There again, and maybe you can tell me where I can find it in the paper. No, I'm asking you if you were aware. I don't remember the specifics. And then we finally showed him a document from GlaxoSmithKline where GlaxoSmithKline says that the study was entirely flawed. It was a complete failed study, and it certainly didn't show that Paxil was remarkably efficacious for treating children and adolescents in depression. Can you read that into the record, please?
Essentially, the study did not really show Paxil was effective in treating adolescent depression, which is not something we want to publicize. We asked him, with that information now, how can you tell us that it would be okay and safe to give a kid Paxil? And he couldn't answer the question. He sat back, he put his head in his hands, and for, the longest 2 minutes, sat there silent. Durant les 2 ans qu'a duré l'étude du Paxil, Keller a empoché $1 million de la part de la firme pharmaceutique. Fait qu'il ne mentionna pas dans la publication de sa recherche. When people look at the field of psychiatry and they hear all these reports in the New York Times and Boston Globe and they see this psychiatrist or this psychologist, took money and didn't disclose it. They wonder, well, is this causing up biases, in the field? I think that's a legitimate concern of the public because of the fact that it is true. Devant un tel niveau de corruption au niveau des autorités sanitaires, on peut évidemment se poser cette question. Que font ceux qui sont censés nous protéger? Les organismes gouvernementaux de contrôle sont censés protéger le bien-être des patients. Comment se fait-il alors que tant de psychotropes si dangereux sont autorisés à être vendus sur le marché? Il fut un temps où l'organisme gouvernemental de contrôle pharmaceutique et alimentaire des USA était considéré comme la championne de la pharmacovigilance. Mais en matière de psychotropes, c'est une époque révolue. Les psychiatres et les firmes pharmaceutiques ont pris la quasi-totalité du contrôle du processus d'approbation des psychotropes. Le conseil pharmaceutique de la FDA, qui recommande l'approbation des psychotropes, a depuis longtemps été dominé par des psychiatres qui ont des liens financiers avec les entreprises pharmaceutiques. Une enquête sur 10 ans révèle que 92% des réunions qui ont eu lieu comprenaient au moins un membre impliqué dans des conflits d'intérêts. En réponse à cette accusation selon laquelle il y a matière à conflit d'intérêts, la FDA rétorque qu'elle n'a pas réussi à trouver des experts du domaine de la santé mentale sans lien financier avec l'industrie pharmaceutique. Pour résoudre cela, elle autorise des psychiatres à s'asseoir au conseil pharmaceutique, même s'ils sont impliqués dans un conflit d'intérêts financier d'un montant de $50 000 par an. Cet argent provenant des firmes pharmaceutiques. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from usually the drug under study, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants. Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things.